Les innombrables éditoriaux et reportages médiatiques sur l'effondrement imminent de la Russie, sur la mort imminente de Poutine, et toutes ces choses sont toutes fausses. Et vous savez, maintenant, les gens doivent faire face à cela. Et ça fait mal. Ça fait terriblement mal. Parce que ces foutus Américains l'ont encore fait. Ils sont intervenus et ont pris le contrôle de la situation pendant que nous nous débattons comme des bébés, pleurant et gémissant sur la gravité de la situation. Grandissez et ayez réellement une politique étrangère envers la Russie qui ait du sens, qui fonctionne pour l'Europe, qui fonctionne pour la Russie, qui fonctionne pour l'Ukraine. Qu'est-ce qui est si difficile à ce sujet? Bonjour à tous, c'est Pascal des études de neutralité et aujourd'hui je parle à nouveau avec Ian Proud. Ian a été diplomate britannique de 1999 à 2023. Il a travaillé en Thaïlande, en Afghanistan et en Russie et a récemment publié un livre intitulé Inadapté à Moscou, comment la diplomatie britannique en Russie a échoué. Aujourd'hui, nous voulons discuter de la profonde crise en Europe concernant les pourparlers de paix en cours entre Washington et Moscou. Ian a publié plusieurs excellents articles à ce sujet ces derniers jours et semaines sur son Substack, et j'ai hâte de connaître son avis. Alors, Ian, bienvenue à nouveau. Ravi de te revoir, Pascal. C'est agréable d'être de retour. Eh bien, c'est agréable de vous avoir de retour, car vous avez beaucoup écrit. Et j'aimerais savoir, dans l'un de vos articles, vous avez parlé de la crise médiatique au Royaume-Uni et de la façon dont la BBC devient folle face à cette situation. Pouvez-vous peut-être développer un peu cela et nous dire ce que c'est que de lire les médias britanniques en ce moment en ce qui concerne les pourparlers de paix ou la perspective de tels pourparlers? Eh bien, c'est dans un état de flux total, Pascal. Car depuis 3 ans, en fait, depuis 10 ans depuis que la crise en Ukraine a commencé. En fait, ça fait 11 ans maintenant. Oh mon Dieu, aussi longtemps. La seule chose que les médias de la BBC ont été autorisés à imprimer, ce sont des histoires négatives sur le fait que tout cela est la faute de la Russie. Nous devrions appliquer une pression maximale sur la Russie, ne pas leur donner un chèque en blanc, les tenir responsables et toutes sortes de slogans. Et tout d'un coup, en un appel téléphonique de 90 minutes, le président Trump a complètement renversé le récit et a dit « Eh bien non, nous devrions parler à la Russie ». L'engagement est le seul moyen de sortir de l'impasse de cette guerre épouvantable qui a tué ou blessé plus d'1 million de personnes au cours des 3 dernières années. L'engagement est la seule chose que nous devons faire. Et maintenant, les médias britanniques essayent désespérément de se repositionner, ne sachant pas vraiment où se situer sur ce sujet, après avoir dit le contraire complet pendant les 11 dernières années. C'est donc un état de flux total en ce moment dans la presse britannique et l'establishment politique. Vous avez également écrit que la première réaction était d'assimiler cela à un désastre, n'est-ce pas? Que maintenant, en gros, le mauvais côté gagne, ou semble gagner, parce qu'il n'y a plus d'intention de le vaincre. Ce récit est-il encore, alors que nous parlons le 25 février, toujours d'actualité? Oui, même le Parti libéral-démocrate parle du genre de, vous savez, la trahison de Zelensky qui s'est produite. Les gens parlent de cela comme d'une défaite, que notre approche a échoué, que d'une manière ou d'une autre, nous avons abandonné l'Ukraine, que nous les avons laissés tomber. Tous ces termes, vous savez, que les médias britanniques répètent même des choses que Zelensky a dites. Vous savez que Trump ne fait que répéter la propagande russe. Et quand ce rapport il se prouve? C'est une situation bizarre, n'est-ce pas?
Mais en fin de compte, vous savez, ce repositionnement va devoir se faire parce que les temps changent. Et la petite Grande-Bretagne, il y a très peu que nous puissions faire pour endiguer cette marée. Car comme je l'ai prédit auparavant, plusieurs fois l'année dernière, en fait, les Européens bougeront avant nous. Cela nous laissera encore une fois à la traîne avec les Américains en tête, les Allemands et les Français venant derrière. Vous savez, maintenant que les élections sont passées. Et nous, vous savez, les fous à l'arrière du bus, pleurant encore et voulant que les choses restent les mêmes et ne changent jamais. D'où pensez-vous que vient toute cette catastrophe? Est-ce un échec de la politique que nous voyons maintenant en Grande-Bretagne et en Europe continentale également? Ou est-ce vraiment le point final logique de cette propagande médiatique insensée que nous avons traversée, que nous n'avons pas vue à cette échelle, du moins pas de mon vivant? Je n'ai jamais vu une forme de propagande aussi étendue et si éloignée de toute réalité vérifiable comme la façon dont cette guerre a été rapportée ces 3 dernières années. Beaucoup de cela était factuel. Un pur pays imaginaire, y compris les troupes nord-coréennes, y compris les Russes à court de personnel, y compris les Russes à court de matériel de guerre, et les Russes sur le point de s'effondrer, et les Ukrainiens sur le point de gagner et de foncer vers la mer Noire, n'est-ce pas? Tout cela était de la pure fantaisie, et cela n'a jamais été accepté ou reconnu comme étant de la fantaisie. Assistons-nous à l'échec de la politique ou à l'échec de la propagande? Eh bien, nous voyons les deux sur la base que la propagande a été notre politique. C'est un point important à souligner. Dès 2014, comme je l'ai effectivement mentionné dans mon livre, nous avons décidé à ce moment-là, dans la seconde moitié de 2014, que nous ne parlerions plus directement à la Russie, que nous aurions nos conversations via les médias. Nous pousserions les sujets que nous voulions aborder concernant la Russie et entamerions une conversation avec l'Occident collectif, avec le Sud global. Ça n'a pas vraiment fonctionné, mais avec quiconque voudrait écouter pour dire que la Russie avait tort et que nous avions raison. Plus de discussions directes avec la Russie. C'était inutile. Donc, toute la propagande venait de l'État lui-même. Même avant le début de la crise en Ukraine, les médias britanniques avaient probablement un biais anti-russe. En fait, ce que nous avons vu maintenant, cette avalanche de propagande au cours des 11 dernières années, a été un article de la politique d'État. Et il est important de comprendre cela. Donc, alors que cette politique est découverte sans fondement, it's neither Choi Gauche is it Simberg for fear of new, est tellement pro. Oui, la réalité nous rattrape encore. Je me demande, d'une part, comment nous nous sommes retrouvés dans ce chaos total en Europe et en Grande-Bretagne. Et d'autre part, ce que cela signifie, que ce sont encore une fois les Américains qui nous en sortent. Je veux dire, d'une part, ils nous y ont entraînés et ils nous en sortent. Nous avons été poussés dedans par l'Amérique. Et maintenant, nous sommes à nouveau laissés pour compte par les mêmes. Je continue de répéter, 2008, lorsque les Allemands et les Français ne voulaient pas promettre l'adhésion à l'OTAN. En 2014 et ainsi de suite, le processus de Minsk était censé être soutenu par l'Europe continentale, n'est-ce pas? Et puis encore, vendu à nouveau, et Nord Stream aussi, et ainsi de suite. Et maintenant, c'est encore l'Amérique qui prend les devants et laisse l'Europe derrière. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je veux dire, c'est le cycle politique, n'est-ce pas? Et cela montre en fait que l'Europe n'a pas sa propre politique claire envers la Russie, qui soit durable dans un sens stratégique en termes de ce qu'elle veut faire avec la Russie, et qui soit durable en termes de gestion des positions américaines en constante évolution.
En fin de compte, l'Europe doit avoir une politique avec la Russie qui soit uniquement européenne, qui soit à l'abri des changements réguliers. Vous savez, quand les démocrates sont au pouvoir, qui détestent essentiellement les Russes, aux républicains, qui ont une position plus nuancée sur la Russie. Vous savez, nous devons nous isoler de cela et revenir à une politique étrangère européenne avec la Russie qui se concentre sur les intérêts stratégiques respectifs des deux côtés. Ce n'est qu'alors que nous pourrons sortir de ce cercle vicieux où les Américains interviennent. Nous faisons exactement ce qu'ils veulent que nous fassions, puis nous en subissons les conséquences plus tard pour être à nouveau sauvés par eux. Je veux dire, c'est une forme bizarre de syndrome de Stockholm, d'une certaine manière. Très bizarre. Cependant, ce que nous voyons maintenant, ce sont les nuances, n'est-ce pas, dans ce qui était autrefois cette grande alliance. Et juste avant, aujourd'hui aussi, j'ai parlé à Andrei Kortunov, et il faisait valoir, dans l'un de ses essais, que l'Occident collectif, de la manière dont la Russie le percevait ou y pensait, n'est pas aussi collectif qu'il pourrait l'être, pas aussi monolithique qu'il pourrait l'être. Nous voyons toutes ces fissures maintenant, évidemment. Et l'une des différences importantes est que beaucoup de Russes semblent dire que les Américains sont beaucoup moins russophobes que les Européens. Est-ce quelque chose que vous verriez aussi de cette manière, ou avez-vous une autre perception à ce sujet? Je pense qu'il y a un risque de généralisation massive. Je pense que la grande majorité des gens en Europe qui n'ont probablement jamais rencontré de Russes sont probablement ambivalents dans un sens ou dans l'autre. S'ils avaient la chance de réellement interagir avec la Russie, ils seraient probablement assez ouverts d'esprit. Quand je parle aux gens ordinaires de la Russie, ils sont fascinés que j'ai un point de vue différent de ce qu'ils liront dans The Sun ou le Daily Mail au Royaume-Uni. Je pense en fait que l'establishment politique, l'establishment médiatique est très clairement russophobe. Et on pourrait dire la même chose dans de grandes parties, mais pas toutes, de l'Europe. Je pense que la position est plus nuancée en Europe centrale. Je ne pense pas que ce soit correct. Je ne pense tout simplement pas qu'il soit objectivement correct de dire que les États-Unis sont moins russophobes que l'Europe. Le Parti démocrate, sous Biden avec Blinken, Nuland et Sullivan, et tous ces êtres humains épouvantables, étaient férocement russophobes, peut-être même plus que les Européens. Nous trouvons simplement étrange maintenant qu'il y ait une nouvelle marque de républicains réalistes. Les gens ont enfin commencé à écouter des personnes comme John Mearsheimer et Jeffrey Sachs qui disent en fait que nous aimions ou non la Russie, nous devons engager un dialogue avec elle. Et c'est plus de pragmatisme et de réalisme que nécessairement d'affinité que nous voyons en ce moment. D'accord. Et là, je veux dire, il doit y avoir une voie à suivre. Je veux dire, c'est la seule chose qui est claire maintenant. Ou pensez-vous qu'au Royaume-Uni, il y a encore un débat sur la capacité du Royaume-Uni et des Européens, le reste de l'OTAN, à continuer la guerre? Je veux dire, il y a une menace en ce qui concerne ces négociations sur la normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie, et surtout, vous savez, mettre fin à la guerre en Ukraine. Il y a une menace que des perturbateurs émergent, et les perturbateurs peuvent être des acteurs mineurs, n'est-ce pas? Est-il possible que les Européens soient des perturbateurs actifs si le processus se développe d'une certaine manière? Eh bien, nous avons vu ce type d'attaque à la bombe à Marseille contre le consulat russe pendant la nuit. Donc, le potentiel pour les perturbateurs est énorme. Mais pour revenir à votre question, je ne pense pas vraiment qu'il y ait un débat au Royaume-Uni sur la politique envers la Russie. Peut-être que ça changera après la visite de Keir Starmer à Washington DC ce jeudi. Je pense que vous savez, à contre-cœur, douloureusement et en faisant beaucoup de bruit en cours de route,
Les Européens changent inévitablement, lentement leur position pour s'aligner derrière les États-Unis. Je ne pense pas qu'ils aient le choix. Ils ne peuvent pas se permettre de continuer à financer la guerre jusqu'en 2026. Il y a assez d'argent pour continuer à se battre pour le reste de cette année, s'ils le doivent vraiment. Mais l'Europe n'a tout simplement plus le capital économique ou politique pour soutenir ce combat. Si les Américains changent de position, vous avez vu les résultats des élections en Allemagne, où l'AfD est arrivé en deuxième position avec une forte avance, très préoccupé par ce préjudice que l'Europe s'est imposé dans la lutte pour punir la Russie, même si elle se punit elle-même. Donc, je pense que les dirigeants européens voient qu'il y a un énorme risque politique à continuer dans cette voie en termes de leur base de pouvoir s'ils ignorent complètement ce que font les Américains. D'accord. Mais la question reste, que va? Comment l'Europe va-t-elle maintenant, ou laissez-moi le dire ainsi, quelles leçons vont-ils croire avoir apprises? Parce que de mon point de vue, l'Europe a aussi un historique d'apprendre les mauvaises leçons de son histoire. Comment pensez-vous que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France vont maintenant gérer cette nouvelle situation où un nouvel accord avec la Russie pourrait être ordonné venant de l'autre côté de l'Atlantique? Eh bien, Friedrich Merz a déclaré, après avoir obtenu la plus grande part lors des élections allemandes, que l'Europe devait en fait avoir sa propre politique. Et je pense que c'est le changement qui doit se produire. Les leçons apprises sont, comme nous l'avons déjà discuté plus tôt, que l'Europe est devenue beaucoup trop dépendante des États-Unis, tant en termes de parapluie de sécurité qu'en termes de définition de l'agenda de nos relations avec la Russie, d'une manière qui a eu des conséquences catastrophiques pour nous, Européens. Donc, vous savez, la leçon à tirer, et Merz l'a déjà souligné dès le premier jour, bon début, coche verte, est qu'en fait, l'Europe doit en quelque sorte tracer sa propre voie avec la Russie. Et cela signifie, Dieu nous en préserve, rouvrir les relations économiques. Car vous savez, je crois fermement que les relations économiques peuvent aider à modérer les difficultés politiques. Cette coupure ridicule et autodestructrice des gazoducs russes nuit bien plus à l'Europe qu'à la Russie. L'avalanche de sanctions doit être reconsidérée et nous devrions envisager un plan pour les alléger si un plan de paix est atteint pour l'Ukraine. Mais ce doivent être des décisions axées sur l'Europe qui prennent en compte le bénéfice stratégique à long terme d'une relation normalisée avec la Russie. Mais n'y a-t-il pas un danger que l'inverse se produise? Que les Européens décident, oui, nous avons besoin de notre propre politique. Et si les Américains normalisent les relations avec la Russie, alors notre politique indépendante sera de ne pas le faire. Et nous allons mettre en place un 17e, un 18e, un 19e et un 20e paquet de sanctions. Parce qu'à la fin de la journée, nous, le grand continent, nous pouvons le faire. Nous pouvons briser la Russie. N'y a-t-il pas un danger qu'ils puissent aller dans cette direction, surtout parce que je ne vois pas de grands changements dans les élites? D'accord, nous allons maintenant avoir un nouveau chancelier allemand. Mais pour moi, M. Merz est encore plus belliqueux et encore moins susceptible de trouver un compromis avec la Russie que M. Scholz. Je peux me tromper, mais c'est ainsi que je le perçois jusqu'à présent. Je pense que vous avez probablement raison. Mais je veux dire, il y a quelque chose à avoir de la force, mais aussi de l'accommodement. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose d'avoir une politique forte tant que vous êtes prêt à vous engager. C'est le manque d'engagement qui a été la difficulté au cours des 11 dernières années. Et maintenant, les Américains ont volé la vedette.
Voyons si les Européens reconnaissent réellement la nécessité de s'engager également avec la Russie. Oui, il est tout à fait possible pour les Européens de continuer avec une politique autodestructrice envers la Russie, où nous coupons complètement les liens économiques à un moment où les États-Unis rétablissent à la fois leurs liens économiques avec la Russie et pillent également la richesse minérale de l'Ukraine dans le processus. Il y a un énorme risque que nous soyons sous-cotés alors que les Américains arrivent et volent tout le butin. Vous savez, il y a un risque que nous disions, eh bien en fait, même si les États-Unis ont investi 175 milliards de dollars dans l'effort de guerre en Ukraine, nous continuerons à financer l'Ukraine jusqu'en 2026. Il y a un risque que cela se produise aussi. Mais comment pourrions-nous nous permettre de faire cela? Parce que tout ce que nous avons donné à l'Ukraine au cours de l'année écoulée a été essentiellement des prêts. Macron et Trump ont été en désaccord à ce sujet lors de leur conférence de presse hier. Mais le changement a été vers le prêt. Nous n'avons plus d'argent gratuit à donner. Comment pourrions-nous combler le trou béant pour que l'Ukraine continue de se battre? Donc je pense que oui, les gens peuvent en parler, et je suis sûr que les gens parleront de ces choses. Mais je pense que les risques politiques et économiques pour les Européens de suivre le mouvement seront probablement jugés trop élevés. Oui, et n'oublions pas que les Européens n'ont pas la base industrielle. Ils n'ont pas la capacité militaro-industrielle pour réellement fournir du matériel. Je veux dire, même si les Européens disaient d'accord, nous allons intervenir et payer les 50 milliards de dollars américains suivants en armes. Si les États-Unis disent qu'ils ne vont pas vous vendre d'armes, alors il n'y a pas d'armes, parce que les Européens ne peuvent pas les produire eux-mêmes. Soyons clairs ici. Soyons clairs, les Américains ne vont pas faire ça. Eh bien, je vois très peu de chances que les Américains cessent de vendre des armes. Mais de toute façon, voyons ce qui se passe. Je veux dire, je pense que vous savez que les Européens aient voulu payer cet argent ou qu'ils aient voulu le transmettre aux Ukrainiens sous forme de dette, ce sera une mauvaise décision, parce que la politique de donner encore 50 milliards d'euros à l'Ukraine va peser davantage sur les éléments nationalistes en Europe qui se développent actuellement, en particulier en Europe centrale. Hongrie, Slovaquie, Roumanie. Bon sang, ils vont encore avoir des élections. Qui savait ce qui s'est passé récemment en Autriche? La Croatie aussi a été réélue à une sorte de présence plus nationaliste. Donc, oui, je pense que, vous savez, la friction interne qui sera causée au sein de l'Europe par la poursuite de cette situation politique poserait des risques significatifs pour l'Union elle-même, mais aussi, bien sûr, pour la continuité de la politique. Disons que l'Union s'en sorte bien et que l'ensemble de l'organisation politique reste tel qu'il est. Pour vous, en tant que diplomate ayant travaillé dans des ambassades, si ou quand les États décident de faire volte-face et de renverser une politique antérieure sans essayer de perdre la face, comment procédez-vous? Quelle serait la manière la plus efficace pour l'Europe de changer sa politique sans donner l'impression d'être prise au dépourvu? Eh bien, je pense que ça va être très difficile, parce que Trump a eu l'avantage d'une élection. En fait, les Allemands ont également eu l'avantage d'une élection. Voyons donc comment Merz se positionne là-bas. Les autres n'ont pas eu cet avantage. L'élection de Starmer a eu lieu l'année dernière, et il a simplement imposé une version plus extrême de ce que le Parti conservateur faisait avant lui. Les élections créent de grandes opportunités pour de très mauvaises nouvelles. La plupart des dirigeants politiques n'ont pas cet avantage. Donc je pense qu'ils doivent le faire subtilement, comme Macron le faisait hier à la Maison-Blanche, montrant quelques légères nuances et désaccords en périphérie, mais revenant essentiellement
à la position de Trump sur l'Ukraine, reconnaissant qu'il faudrait probablement un cessez-le-feu dans les semaines à venir et ce genre de choses. Ce sera donc un changement progressif de nuance en termes de positionnement de l'Ukraine dans toutes les réunions qui se déroulent avec Trump. Ce qui est fascinant pour moi, parce que vous savez, les Français sont beaucoup plus susceptibles de changer de position que les Britanniques, ce sera de voir comment Starmer se positionne ce jeudi, alors que de larges pans des médias britanniques l'accusent de le pressant de ne pas trahir les Ukrainiens. Donc, la festan in symposium dring serait absolument. Je veux dire, ce traité étrange entre le Royaume-Uni et l'Ukraine, sur cette alliance de 100 ans, qu'est-ce que c'est? Qui a été conclu cet été? N'est-ce pas? Je veux dire, quelle idée stupide est cela? C'est complètement dénué de sens. Je veux dire, si vous obtenez un autre de mes articles sur ce sujet, c'est totalement ridicule, parce qu'aucun accord ne dure 100 ans. Un gouvernement différent pourrait simplement changer ce type d'accord à tout moment. Nous n'allons pas donner à l'Ukraine 4 milliards de livres par an pendant 100 ans. Aucun gouvernement n'accepterait de faire cela. Donc c'était purement de la vertu ostentatoire. Et vous savez, montrer que nous soutiendrons Zelensky, quoi qu'il arrive, même s'il est très clairement sur le départ. C'est donc une situation bizarre. Avez-vous l'espoir qu'un changement positif puisse également venir de l'intérieur de l'Ukraine? Je sais que vous observez davantage la Grande-Bretagne et l'Europe, mais avez-vous des indications que l'Ukraine pourrait aussi céder elle-même dans ce processus? Car il y a tellement de factions au sein du processus politique, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les types ultranationalistes nazis ont pu menacer leurs propres dirigeants et les pousser dans une direction. Mais pensez-vous que ce processus pourrait maintenant s'inverser et que les factions orientées vers la paix pourraient réellement prendre une position plus forte à l'intérieur de l'Ukraine? Je ne sais pas combien de factions orientées vers la paix il y a en Ukraine en ce moment, pour être tout à fait honnête. Je ne suis même pas sûr que Petro Poroshenko soit une force orientée vers la paix en Ukraine. Et il vient d'être sanctionné en interne, vous savez, par Zelensky. Donc vous savez, je pense que ça va être un chemin difficile. Et je pense qu'ils ont besoin de nouvelles voies réelles. Et soyons honnêtes, nous pensions que c'était Zelensky en 2019. Vous devez avancer. Vous savez, les mêmes vieilles figures corrompues et fatiguées comme Yulia Tymoshenko, et oh mon Dieu, vous savez, non merci, vous savez qui se présente. Je veux dire, où sont les leaders? Je veux dire, vous savez peut-être que c'est ce type illusoire qui est à Londres en ce moment. Vous savez, le gars qui aurait orchestré le bombardement de Nord Stream. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix. Mais quand j'ai visité l'Ukraine, vous savez, quand j'étais basé en Russie, je voyais constamment chez les jeunes un désir de changement. J'ai toujours pensé que l'aspiration à faire partie de la famille européenne est une bonne aspiration. C'est ce que certains jeunes Ukrainiens veulent. Il faut juste qu'une figure jeune, vigoureuse, véritablement indépendante, non liée à l'argent oligarchique, émerge pour vraiment orienter la politique ukrainienne dans une nouvelle direction. Je veux dire, la politique ukrainienne n'a pas vraiment évolué depuis 1991. Soyons parfaitement honnêtes à ce sujet. Je veux dire, il y a toujours eu un élément de lutte entre la domination américaine et l'influence russe sur la politique ukrainienne à un haut niveau. Mais fondamentalement, la corruption et la verticalité du pouvoir ont été les caractéristiques principales qui n'ont jamais vraiment changé depuis 1991. Mais c'est ce que les jeunes Ukrainiens, d'après ce que j'ai vu lorsque je me suis tourné vers l'Ukraine, veulent voir se produire. Je veux dire, voyons qui se manifeste en ce moment.
Il ne semble pas y avoir un grand choix. Et Zelensky veut tenir aussi longtemps qu'il le peut. Oui, je ressens toujours une immense, immense tristesse pour l'Ukraine, car ce sont les plus grandes victimes. Je veux dire, les soldats ukrainiens et les soldats russes, ainsi que les civils des deux côtés qui sont morts. Ce sont les victimes de tout ce schéma qui ont payé le prix le plus cher. Mais je pense qu'il est absolument clair que l'Ukraine a beaucoup saigné et que de nombreuses personnes ont perdu la vie. Voyez-vous un scénario dans lequel il y aurait un résultat, un règlement qui pourrait mener à la prospérité pour l'Ukraine, au moins à moyen ou long terme? Je le pense vraiment. Je veux dire, mais cela doit être ancré dans un cessez-le-feu, vous savez, dans un processus de paix. Même si ce cessez-le-feu fige le statu quo, vous savez, lorsque les combats cessent, comme cela s'est produit en Allemagne de l'Ouest, évidemment après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec une paix véritable, où les Américains et les Européens ne poussent pas les Ukrainiens à intensifier leur hostilité envers la Russie. Une paix véritable, où toutes les parties essayent de coexister et où les gens investissent dans la véritable renaissance économique de l'Ukraine et son intégration avec l'Europe, il y aurait un énorme potentiel pour que l'Ukraine prospère et se développe sur cette base, tout comme, vous savez, l'Allemagne de l'Ouest l'a fait après la Seconde Guerre mondiale. De toute évidence, les circonstances sont très différentes aujourd'hui. Mais cela dépend d'une véritable stabilité, où des forces extérieures ne tentent pas d'interférer dans la politique de l'Ukraine et de perpétuer cette relation éternellement hostile envers la Russie, ce qui ne sert absolument les intérêts de personne. Nous avons besoin que l'Ukraine et la Russie coexistent pacifiquement. Ce n'est qu'alors, et ce n'est pas la Russie qui prend l'Ukraine en otage, que cela a simplement un sens économique très évident. Ce n'est qu'alors que l'Ukraine pourra avoir un chemin clair devant elle pour vraiment croître et prospérer en tant que nation européenne. Pensez-vous que les Européens seront capables de dépasser leurs propres limites sur ce point? Car rappelons qu'en 2014, le déclencheur du coup de Maïdan a été que M. Yanukovych voulait signer un accord à la fois avec la Russie et les Européens, et les Russes ont dit d'accord, et les Européens ont dit non, c'est l'un ou l'autre. Et puis M. Yanukovych a dit d'accord, je vais aller avec la Russie. Et ensuite, les événements se sont déroulés. Et c'était un moment où l'UB a pris une décision. Pensez-vous que ça pourrait être l'une des leçons que les Européens apprennent maintenant, à savoir que non, nous devons permettre à un pont d'être un pont et ne pas le transformer en mur? Ou est-ce encore trop optimiste de ma part? Je veux dire, il y a vraiment deux problèmes ici. Il y a celui de la relation de l'Europe avec la Russie elle-même, qui est clé dans tout cela. Et puis, il y a la relation de l'Europe avec l'Ukraine et la relation de l'Ukraine avec la Russie comme un sous-ensemble distinct. Si l'Europe cherche réellement à rétablir une relation beaucoup plus normale avec la Russie, une relation économique avec la Russie, alors la question de l'Ukraine étant un choix exclusif, un jeu à somme nulle, l'Ukraine soit avec l'Europe, soit avec la Russie, commence à s'estomper. Parce qu'en fait, si l'Europe poursuit le même type de relation avec la Russie sur un pied d'égalité, des termes économiques qu'elle a avec l'Ukraine, alors cette question n'est plus un problème pertinent. L'Europe, la Russie, l'Ukraine et d'autres pays commencent à penser de manière plus eurasienne, à la façon dont l'ensemble des pays et des groupes de pays peuvent coexister économiquement de manière à bénéficier à tous en termes de prospérité mutuelle. Je pense donc que c'est le point crucial ici. Il s'agit autant de la relation de l'Europe avec la Russie que de la relation de l'Europe avec l'Ukraine.
Oui, c'est pourquoi les Russes disent qu'ils recherchent non seulement un règlement de paix pour l'Ukraine, ils cherchent un règlement de sécurité avec l'Europe, et en fait, une architecture de sécurité mondiale qui devrait maintenir la stabilité. C'est leur objectif global. Pensez-vous que l'Europe, en février 2025, est prête pour cela? Sont-ils ouverts à envisager cela? Eh bien, non, car pour le moment, ils traversent l'avant-dernière étape du cycle de la Grèce, comme j'aime le dire. Ils sont dans cette phase de dépression, où ils ont réalisé que leur politique est en fait morte et qu'ils doivent développer une nouvelle politique. Ce n'est que dans les mois à venir, alors que les secousses provoquées par le changement de Trump commencent à s'estomper quelque peu, qu'ils pourront commencer à se relever et se demander, eh bien en fait, quel est notre objectif stratégique ici, avec la Russie et avec l'Ukraine? Nous sommes encore loin de ce point, il me semble. Les gens tâtonnent encore, se repositionnant à la suite de ce que Trump a fait pour réfléchir à ce qu'ils vont faire. Et je pense que nous sommes dans une phase de transition massive en ce moment. Est-ce que quelqu'un en Europe et au Royaume-Uni examine les réactions du reste du monde, comme celles de la Chine, de l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, concernant la manière dont cet événement important est perçu par la partie non européenne de la planète? Eh bien, oui. Et bien sûr, c'est un risque pour l'Europe elle-même, n'est-ce pas, à cause de la décision de Trump, car cela rend l'Europe encore plus isolée qu'elle ne l'était auparavant. Avant, c'était comme l'Occident collectif contre le Sud global, en termes de ce qui se passe en Ukraine en particulier. Maintenant, c'est l'Europe contre tout le monde. Et je pense que c'est une position très difficile à soutenir à long terme pour les Européens. Un des autres risques politiques, vraiment, c'est que cela rend plus difficile pour l'Europe de continuer à se battre quoi qu'il arrive, même si les Américains se retirent complètement, ce qu'ils semblent susceptibles de faire. Fait intéressant, la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU d'hier a indiqué qu'en fait, la plupart de nos pays ont voté en faveur de la condamnation de la violence qui a eu lieu en Ukraine. Donc la position est assez nuancée, mais très clairement, la Russie et la Chine en particulier ont vraiment avancé avec leur groupe BRICS en termes de rassemblement de cette grande conversation du Sud global autour d'eux sur l'avenir de la politique mondiale. Donc oui, il y a un risque énorme en ce moment que l'Europe soit complètement laissée pour compte et se retrouve, comme je l'ai dit, avec l'Europe contre le monde, ce qui serait totalement inutile pour les Européens économiquement, politiquement et de toutes les autres manières. Ils n'auraient personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes si c'était ce qui se passait. Mais encore une fois, les Européens sont maîtres dans l'art de blâmer tout le monde pour leurs propres erreurs. Voyez-vous des indications de cela? Comme, vous savez, quand des choses se produisent que vous n'attendiez pas, vous devez commencer à formuler des hypothèses ad hoc sur la raison de cela. Alors, dans le cadre propagandiste dans lequel nous avons été immergés, quelles sont les variables explicatives que les gens proposent actuellement? Oh, c'est le soutien chinois, ou oh, c'est la flotte fantôme des Russes qui a réussi à vendre le pétrole. Quelles explications ces personnes proposent-elles pour justifier leur mauvaise interprétation précédente de ce qui se passait? Eh bien, je veux dire, je pense que la réponse est qu'ils ne le font pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent simplement de repositionner leur récit en ce moment d'une manière qui n'éclaire pas leurs échecs passés. Et c'est pourquoi ce genre de transition va être graduel. Et cela se passe partout. Même les Britanniques se repositionnent lentement en ce moment. Un ministre britannique a déclaré ce week-end pour la première fois
combien il est important de reconnaître la nécessité de s'engager avec la Russie, alors que c'était une politique explicite du Royaume-Uni depuis 2014 de ne pas s'engager avec la Russie. Donc, partout, les gens se repositionnent progressivement pour éviter de trop insister sur l'échec massif des 11 dernières années. Je pense que ça va être difficile pour tout le monde, parce qu'en fait, il y aura des répercussions politiques pour eux. Ce qui est différent au Royaume-Uni, je suppose par rapport à certains autres pays européens, en France, en Allemagne, en Europe centrale, même en Italie par exemple, c'est qu'il y a des factions dans ces pays qui ont toujours été contre la guerre. Cela n'existe pas vraiment au Royaume-Uni, où il y a eu presque un consensus général et même une censure des voix alternatives sur la guerre. Donc, à certains égards, ce repositionnement peut être plus facile parce que personne ne veut parler du passé. Tout le monde cherche à se positionner pour l'avenir. Ce n'est pas seulement la manière dont Washington et Moscou créent un rapprochement ou un dégel de la guerre. C'est aussi le fait que la nouvelle administration américaine critique l'Europe pour ne pas être suffisamment démocratique et ne pas soutenir suffisamment la liberté d'expression. Cela provoque une certaine agitation. Comment les médias de l'establishment britannique réagissent-ils à ce jugement, notamment de la part du vice-président qui l'a dit il y a environ 10 jours? Avec une indignation absolue et une colère rouge de honte à ce sujet. Parce que soyons honnêtes, la vérité blesse, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. Je veux dire, vous savez, il y a de la censure au Royaume-Uni des voix alternatives. Je veux dire, je suis un gars assez raisonnable, non? Je ne suis pas un extrémiste. Je suis un centriste. Je suis absolument un centriste pro-européen. Mais essayer de faire entendre ma voix dans les médias grand public au Royaume-Uni est pratiquement impossible parce que je dis des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Donc oui, non, c'est vraiment douloureux. Ce type, le chef de la conférence de sécurité de Munich, pleurant lors de la conférence de presse. De quoi s'agissait-il? Je veux dire, allez les gars, soyons réalistes. Vous savez, le monde change en fait. Vivons tous en paix les uns avec les autres. Entendons-nous avec les autres pays. Entendons-nous même avec la Russie, plutôt que de simplement promouvoir la guerre. Qu'est-ce qui est si mauvais dans ce qui se passe en ce moment? C'est une situation assez bizarre que les gens puissent prétendre que parler à Vladimir Poutine plonge le monde dans une crise plus grande que les millions de personnes qui sont mortes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à travers divers conflits et guerres, dont beaucoup que nous avons en fait commencé. Comment parler aux gens peut-il être une crise? C'est totalement ridicule. C'est ce qui se passe lorsque, depuis 3 à 11 ans, vous dépeignez des personnes comme Vladimir Poutine comme la réincarnation d'Hitler. Et Hitler, bien sûr, est synonyme du diable. Donc vous avez juste créé un moment où vous savez, parler au diable est ce qui est nécessaire. Je pense que cette dissonance cognitive fait maintenant vraiment mal physiquement à ces gens, du moins aux plus stupides, ceux qui n'ont pas compris que c'était stupide ou que ce n'était pas vrai dès le début. Il y en a beaucoup de stupides, pour être honnête. Il est souvent difficile d'identifier les raisonnables. Mais absolument, c'est douloureux. Nous avons échoué. Nous avions tort. Et c'est un énorme bilan pour toutes ces personnes qui se sont enflées de leur propre pouvoir et importance à avaler. Vous savez, les innombrables éditoriaux et reportages médiatiques sur l'effondrement imminent de la Russie, sur la mort imminente de Poutine et toutes ces choses, tout faux. Et, vous savez, maintenant les gens doivent faire face à cela. Et ça fait mal. Ça fait terriblement mal parce que ces foutus Américains l'ont encore fait.
Ils sont intervenus et ont pris le contrôle de la situation pendant que nous nous débattons sur nos ventres comme des bébés, pleurant et gémissant sur à quel point tout cela est mauvais. Grandissez et ayez réellement une politique étrangère envers la Russie qui ait du sens, qui fonctionne pour vous, qui fonctionne pour la Russie, qui fonctionne pour l'Ukraine. Qu'est-ce qui est si difficile à ce sujet? Il y a quelques jours, j'ai reçu un ancien ambassadeur espagnol sur ma chaîne. Et il faisait remarquer, et je l'ai mis au tout début, parce que je pensais que c'était tellement important de le savoir que les diplomates d'Europe, ils savaient. Il m'a dit comme, « Pascal, nous savions. Nous sommes des professionnels. Nous savions ce qui se passait. Nous savions à propos de la révolution de couleur. Nous connaissions la politique derrière cela. Nous en étions conscients. Nous ne pouvions simplement pas en parler parce que nous servions nos politiciens, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça doit être. Est-ce aussi une évaluation que vous feriez? Je veux dire, le corps diplomatique européen comprend-il vraiment ce qui se passe réellement en coulisses? Eh bien, je pense que beaucoup d'entre eux croient qu'ils sont dans la propagande, bien sûr. Parce que si vous regardez le corps diplomatique européen, le service européen pour l'action extérieure, ils n'ont pas vraiment de leadership politique. Je veux dire, vous savez, c'est un organisme démocratiquement non responsable. Je suis pro-européen, mais c'est comme ça. Donc vous savez, leur voix est en fait une sorte de politique européenne. Dans le contexte britannique, il n'y a pas vraiment d'appel clair ou d'alarme à huis clos à King Charles Street concernant la politique. Il n'y a presque rien pour séparer la position politique de celle des diplomates. Donc je pense que dans d'autres parties de l'Europe peut-être, mais il y a très peu de preuves que j'ai vues de diplomates se levant et disant « Eh bien, attendez une minute. Peut-être que nous faisons une erreur colossale ici. » Je n'ai pratiquement vu aucune preuve de cela pendant mon temps. Et j'étais là dès le début en 2014, n'est-ce pas? Je veux dire, j'ai vu Poutine au Royaume-Uni à des moments légèrement meilleurs en 2013. J'ai été témoin de beaucoup de choses et tout le monde était dans le déni, croyant que ce que nous faisions était absolument correct et justifié. D'accord. Donc pour les diplomates, cela dépend beaucoup de si vous avez avalé la pilule idéologique en entier ou non. Dans ce cas, hein? Exactement. Ça m'est toujours resté en travers de la gorge, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre devenir rouge et tousser. Je veux dire, je suis allé à une réunion européenne, j'avais l'habitude d'y aller tous les mois, à Moscou, au bureau de la délégation européenne. Ces sortes de réunions de coordination. Et je me souviens qu'à l'époque, quand les sanctions arrivaient, il y avait en fait un diplomate espagnol qui nous criait dessus en disant « Les gars, êtes-vous complètement fous? Ne réalisez-vous pas à quel point c'est stupide? » Donc, vous savez, on pouvait voir des éléments de cela lors des réunions de coordination européenne. Mais les Français, les Allemands, les Britanniques avaient vraiment la main mise là-dessus, et la plupart des autres diplomates se conformaient. Maintenant, ce qui change maintenant, bien sûr, c'est que, vous savez, en Europe centrale en particulier, il y a un véritable changement où les gens disent « Eh bien, en fait, non, c'est faux ». Et je pense que c'est un grand risque pour l'Europe à l'avenir. Au cours des 11 dernières années, non, très peu de dissidence. D'accord. Intéressant. Intéressante. Parce que j'essaye encore de comprendre comment, collectivement, nous nous sommes retrouvés dans un tel chaos. Et une guerre est le chaos ultime, n'est-ce pas? Je pense qu'il nous faudra beaucoup de temps pour comprendre cela. Nous avons perdu la capacité de réellement développer une politique étrangère de manière critique.
Nous avons une façon tellement amateur de développer la politique étrangère. Vous savez, les gens arrivent, la regardent à travers un prisme purement normatif et disent que ce qui se passe est mal. Nous devons agir. Et personne ne réfléchit vraiment aux options de politique étrangère à partir d'une position de « en fait, quels sont nos intérêts stratégiques ici ?» Vous savez, pourquoi est-il important pour nous d'agir? Et où voulons-nous en arriver avec cela? Il y a très peu de cela qui se passe. Et en effet, les ministres britanniques ont même parlé de cela, non seulement à propos de la politique diplomatique, mais aussi d'autres types de politiques domestiques. La qualité des conseils qui remontent aux ministres au Royaume-Uni est généralement assez médiocre. Et je pense que ça nous amène certainement à choisir de mauvaises politiques et à les suivre jusqu'au bout. Pourquoi? Pourquoi cela se produit-il? Je veux dire, l'Europe, en géopolitique, était autrefois synonyme de géopolitique, n'est-ce pas? Pas dans un bon sens, je veux dire, dans un sens très axé sur la guerre. Mais il y avait autrefois une réflexion stratégique, géopolitique, globale, et cela semble avoir disparu. Ou est-ce juste mon impression? Eh bien, je veux dire, l'Europe elle-même est à bien des égards un énorme succès géopolitique, n'est-ce pas? Je veux dire, émergeant des ruines de la Seconde Guerre mondiale, principalement par l'économie et l'engagement social et culturel. Ils ont atteint un niveau de paix jusqu'à récemment qui était inouï dans les siècles de notre histoire avant cela. Donc, cela est venu d'une vision initiale. Et je pense que cette vision de ce que représente l'Europe, vous savez, a été perdue. Et je pense que l'une des raisons à cela est en fait que l'Europe est devenue, vous savez, moins philosophique, moins politique et plus bureaucratique. En réalité, les institutions de l'Europe ont maintenant acquis tellement de pouvoir qu'elles continuent de centraliser ce pouvoir. Une tendance que nous avons observée sous Ursula von der Leyen pendant son mandat. Une sorte de tendance massive à la centralisation. La bureaucratie ne sert qu'à ses propres besoins et ne travaille pas vraiment selon une vision spécifique. Son besoin d'exister et de devenir plus puissante dépasse en fait tout sens de but pour l'Union dans son ensemble. Et vous voyez exactement les mêmes choses avec l'OTAN. Les gens passent trop de temps à penser à l'OTAN comme une alliance purement militaire. Et bien sûr, en surface, elle l'est. Mais fondamentalement, l'OTAN est une bureaucratie. Et c'est à cause de ce genre de dynamique bureaucratique visant à gagner du pouvoir et à croître simplement pour servir ses propres intérêts. Ce qui est la chose qui nous cause du tort. En fait, une fois que nous commençons à penser à l'Europe et à l'OTAN comme des bureaucraties, nous pouvons alors commencer à réfléchir à la manière de les réformer pour qu'elles deviennent beaucoup plus visionnaires, beaucoup plus légères en termes de rôle qu'elles jouent, permettant aux États membres d'avoir la liberté politique comme ils l'entendent, mais dans un cadre global et non pas simplement en poursuivant le pouvoir comme une fin en soi. Et je pense que c'est un changement que je ne vois franchement pas se produire de sitôt sans un certain type de changement politique catastrophique. Donc oui, c'est la condition dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Oui. Peut-être la dernière question. Pensez-vous que, ou quelle est votre évaluation de l'OTAN? Je veux dire, c'est probablement la plus grande défaite stratégique de l'histoire de l'OTAN, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une défaite où un membre de l'Alliance a été envahi, mais c'est certainement une défaite du type mentalité hors zone ou hors activité. Où voyez-vous l'avenir de l'OTAN? Eh bien, je pense que les gens sont trop prompts, tout d'abord, à parler du départ des États-Unis de l'OTAN parce que les États-Unis tirent d'énormes avantages économiques de l'OTAN, tout comme d'un marché intérieur. Je veux dire, l'OTAN, vous savez, comme je l'ai dit,
Les gens pensent à l'OTAN de la mauvaise manière. Ils la considèrent comme une alliance militaire. C'est avant tout une bureaucratie, et c'est un marché intérieur pour les armes et les fournitures. Cela dit, l'OTAN a subi, comme vous le dites, une énorme défaite stratégique dans une lutte de David contre Goliath. Vladimir Poutine a dit « Eh bien non, il ne s'étendra pas et a gagné ». Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et cela va provoquer d'énormes réflexions au sein de l'OTAN elle-même, mais aussi en Europe spécifiquement, sur la nature de la sécurité européenne. La cause grandira pour une architecture beaucoup plus robuste pour la sécurité commune européenne à l'avenir, qui doit inclure les puissances régionales, y compris la Russie, ce qui remet en question l'avenir de l'OTAN. Mais je ne la vois pas en déclin. Ce n'est pas l'Empire romain. Je pense en fait que si quelque chose se passe, elle tombera simplement dans une sorte de stase et se flétrira lentement. Mais en réalité, les États-Unis sont bien trop investis dans l'OTAN en termes de bénéfices économiques qu'ils en tirent pour la laisser échouer. Voyons la direction future d'un voyage vers une armée européenne commune et ce genre de choses. Personnellement, je ne pense pas que cela ira si loin, parce que les nations individuelles veulent avoir leur propre contrôle sur ces choses. Mais oui, c'est dans un état de flux, mais je ne la vois pas vraiment s'effondrer de sitôt. Oui, oui. Et surtout, je pense que ce qui est également dit à propos du marché intérieur des armes, etc., vous savez, tous ces appels à dépenser 5% du PIB en défense sont un appel à acheter plus de ces armes aux États-Unis. Et faire cela serait la chose naturelle à faire, n'est-ce pas? Ce serait la voie naturelle à suivre. Ils obtiennent, je pense, environ 53-54% de l'approvisionnement mondial total en armes. Et donc on peut extrapoler à partir de cela. Ils obtiennent à peu près autant de certains contrats de l'OTAN également. Je veux dire, environ un tiers, environ 32% de toutes les dépenses de l'OTAN sont consacrées à l'équipement. Et si vous gardez à l'esprit que l'OTAN dépense chaque année environ 1,5 trillion de dollars en défense, laissez ce chiffre s'imprégner un instant. Un tiers de cela, c'est 500 milliards de dollars, disons, pour argumenter, et tout en équipement. Et c'est essentiellement près de 300 milliards de dollars de business pour les États-Unis chaque année. Je veux dire, ils ne vont pas abandonner ça de sitôt. Bonne observation. Bonne observation. Yann, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Les personnes qui souhaitent vous suivre devraient aller sur votre Substack, je suppose. Le Peacemonger. Oui, c'est mon nouveau Substack. Vous pouvez m'y trouver. Oui, merci. Comme toujours, Pascal, c'est toujours formidable. Ce que vous faites est incroyable, une voix de raison très nécessaire pendant ces temps ridiculement, incroyablement stupides d'incohérence politique au cours des 11 dernières années. Alors merci pour ce que vous avez fait. Merci Yann, car pour lutter contre la stupidité, nous ne pouvons le faire qu'en parlant avec raison et en prônant la paix. Alors tout le monde, allez sur The Peacemonger et aidez-nous à prôner la paix jusqu'à ce qu'ils arrêtent la stupidité. Ian Proud, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. À bientôt Pascal. Tous mes vœux. Cheers Pascal. All the best.